Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va plaisir. parler ensemble de ce qui est arrivé à votre maman, notamment en lien avec certaines dérives dans le domaine de la santé. Oui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce qui s'est passé avec elle? Alors, maman, en fait, a découvert qu'elle avait une petite boule au sein, mais vraiment petite, d'environ 1 centimètre un jour. Et on a tout de suite pris, évidemment, rendez-vous pour faire un examen et déterminer de quoi il s'agissait. Le fait est qu'entre-temps, elle a vu son ostéopathe qui venait régulièrement à la maison pour d'autres soucis de santé, qui était d'ailleurs un ami de la famille, et qui lui a dit qu'en fait, on faisait tous des cancers et que c'était tout à fait guérissable avec des drainages lymphatiques ou autres. Du coup, maman m'a annoncé qu'en fait, on reportait le rendez-vous, l'examen, et parce que s'il y avait moyen de tester et de voir si elle pouvait guérir autrement, pourquoi pas. Donc elle se donnait 3 semaines, 1 mois, ça ne venait pas à quelques jours, et c'est ce qu'on a fait en fait. On a attendu quelques jours, quelques semaines, et au bout de 4 semaines, 5 semaines, elle m'a dit en fait ça va mieux. Ça va mieux, effectivement, ça s'améliore et il n'y a plus de raison d'aller faire les examens. Donc je ne me suis pas inquiétée, outre mesure, il n'y avait pas de raison. On était très proches l'une et l'autre et donc je n'avais pas de raison de mettre sa parole en doute. Et puis les semaines ont avancé et elle a continué à me dire que voilà, l'ostéopathe venait pour le drainage lymphatique et que tout allait bien. Probablement que c'était dû à une chute en fait et que c'était la conséquence de cette chute en fait et que ça s'améliorait. Jusqu'au jour, 6 mois après environ, où en fait je l'ai vue se déshabiller et se changer. Et là, j'ai été évidemment abasourdie parce que ce n'était plus un sein qu'elle avait, mais c'était une plaie ouverte. Et le mamelon était complètement rétracté, c'était ouvert, il y avait du pus qui sortait. Et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, puisqu'elle m'avait dit que ça s'était amélioré, que c'était dû à une chute, etc. Or là, on était devant un cas évident d'aggravation, et elle n'avait pas l'air de s'en rendre compte. Donc je lui ai dit mais enfin il faut absolument aller en clinique immédiatement, c'est grave ce qui t'arrive. Elle m'a dit non ne t'inquiète pas, c'est géré, ça va bien, ça va de mieux en mieux et c'est juste en fait que le mal sort et c'est une bonne chose parce que il faut que ça sorte et ça va aller de mieux en mieux donc ça va guérir. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là il y a vraiment eu une fêlure entre maman et moi parce que elle parlait un autre discours que je ne comprenais pas. Et moi, je tenais un discours de médecine et d'examen et de tests, etc. Et elle parlait de guérison, alors que visiblement, c'était clair et net que ça s'était complètement dégradé. Et puis là, ça s'est enchaîné. J'étais sur son dos tout le temps pour savoir où ça en était. Ça ne faisait que s'aggraver, donc je l'ai vue se dégrader au fur et à mesure. Et elle me parlait de l'ostéopathe, mais elle m'a parlé également de médecins, homéopathes. Elle m'a parlé de kinés qui venaient. Elle m'a parlé d'infirmiers qui lui donnaient des soins, etc. Ça me rassurait parce que c'était des personnes du milieu médical, mais d'un autre côté, je la voyais dépérir et l'état se dégrader, tout ça toujours en n'allant pas en clinique, en n'ayant pas un traitement médical adéquat, me semble-t-il. Mais elle était persuadée d'être prise en main. Et puis finalement, on en est venu à se disputer fortement parce qu'elle disait que elle m'a annoncé que la médecine tuait les gens, la chimio tuait, la radiothérapie tuait, la médecine tuait les gens et que donc elle ne voulait surtout pas aller en clinique et qu'on lui avait annoncé, on lui avait prédit que son entourage allait réagir de cette manière-là et qu'en fait si on réagissait comme ça, c'est qu'on voulait sa mort. Et là, elle n'a plus voulu me voir pendant toute une période. Et donc, j'ai essayé de renouer le contact. J'ai réussi à renouer le contact simplement en lui disant que je la comprenais, ce qui n'était pas le cas du tout. Mais c'était la seule manière parce que sinon, elle était persuadée que je voulais, en voulant l'amener en clinique et en voulant l'amener chez des médecins, je voulais sa mort. Donc, voilà, j'ai dit que je la comprenais et j'ai essayé de dialoguer le plus possible avec elle. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne comprenais toujours pas, c'était des médecins, etc., qui prônaient des méthodes alternatives, en fait, et qui disaient la soigner de cette manière-là.
Alors, quand on parle de se faire soigner, on voit une amélioration. Ici, c'était une aggravation. Elle arrivait de moins en moins à marcher. Elle avait le bras qui gonflait. Tout le thorax était pris finalement par ce que je pensais être, enfin, pour ma part, en tout cas, ce qui me semblait évident être un cancer, malgré les négations des médecins. Et voilà, et ça a duré comme ça une petite année. Où je n'ai pas réussi à l'amener, ni moi ni mon père, nous n'avons réussi à l'amener en clinique. Ce n'est qu'en dernière minute qu'elle a accepté de nous suivre et de rentrer en clinique. C'était trop tard. On va essayer de revenir un petit peu plus en détail sur le cheminement qui a été le sien dans l'approche de sa maladie, avec la fin tragique dont vous venez de nous parler. Avant qu'elle commence à s'éloigner de la médecine classique, comment allait-elle, que ce soit physiquement ou psychologiquement? Comment vous décririez son état à ce moment-là? Maman était quelqu'un de très carré, très cartésienne, mais elle avait des problèmes de santé et elle avait essayé de trouver une solution à travers la médecine qu'on appelle traditionnelle, la médecine conventionnelle tout simplement, normalement, mais elle n'avait pas eu de réponse à ses attentes. Et donc elle se dirigeait déjà tout doucement vers un peu d'homéopathie, un petit peu de reiki, un peu effectivement les drainages lymphatiques, voilà, ce genre de choses, un peu de kinésiologie, voilà. Mais elle suivait toujours la médecine traditionnelle, hein, elle ne l'avait pas quittée, mais disons qu'elle commençait à aller chercher un petit peu à gauche, à droite peut-être, en essayant de trouver des réponses en tout cas de trouver une guérison à ce qui n'allait pas chez elle. Et voilà, c'était déjà, je pense, une ouverture vers la suite. Est-ce qu'elle avait perdu confiance en la médecine classique ou on ne peut pas aller jusque-là? Non, je ne pense pas qu'elle avait perdu confiance en la médecine classique, puisqu'elle l'a toujours suivie. Elle était suivie par des médecins. Elle se dirigeait un peu plus vers des médecins homéopathes, ça oui. Elle se dirigeait un petit peu plus vers des pratiques alternatives, mais en complément de la médecine traditionnelle. Voilà, parce qu'elle cherchait un soulagement et elle cherchait à aller mieux tout simplement. Donc voilà, donc elle suivait des pistes et tentait certaines choses pour obtenir ce soulagement, oui. Et comment a-t-elle fait le choix de ces pistes? Est-ce qu'elle s'est renseignée? Est-ce qu'elle a fait des recherches pour faire ces choix-là? Alors, oui, elle n'a jamais pointé du doigt au hasard dans un agenda ou quoi que ce soit. Tiens, là, il y a un homéopathe, je vais prendre cette personne-là. Et pas du tout, c'était toujours sur recommandation. Donc, une amie, une connaissance, un spécialiste qui venait à la maison et qui disait « Ah, ben moi, je connais tel médecin homéopathe qui est vraiment excellent et voilà, qui fait des miracles. Voilà, je connais telle personne qui fait du reiki, ça aide vraiment, le reiki, tu verras, ça peut soulager. Je connais. » Voilà, c'était toujours sur recommandation. Elle n'a jamais contacté quelqu'un en dehors des personnes qui lui étaient recommandées chaudement. Donc ce sont des recommandations qui sont faites par des personnes qu'elle connaît très bien ou des spécialistes, donc des gens qui comptent ou qui font autorité pour elle. C'est pour ça qu'elle a suivi ces suggestions. Oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont des références. Puisque quand on est médecin, quand on est kiné, quand on est infirmier, quand on est... voilà, ce sont des personnes de référence à qui on est censé faire confiance. Certains étaient d'ailleurs devenus des amis parmi les médecins ou parmi les kinés ou quoi que ce soit, puisqu'elles les voyaient régulièrement et donc on en était au tutoiement, ils prenaient un verre avec nous, enfin un café avec nous. Voilà, donc effectivement, ce sont des personnes de référence à qui on fait toute confiance. Si on ne peut pas faire confiance à son médecin, à qui peut-on se fier ? Donc c'était à la fois des personnes qu'elle connaissait, des amis, mais aussi certains étaient issus du milieu médical conventionnel. Oui, certains étaient issus du milieu médical conventionnel. Elle voyait des médecins des médecins homéopathes ou non homéopathes, voilà, des infirmiers, différentes personnes. Certains
faisait des méthodes parallèles en plus. Enfin, moi j'ai compris ça par la suite puisque je ne savais pas à ce moment-là ce que c'était une méthode parallèle. Et puis d'autres suivaient la médecine tout à fait traditionnelle. Donc elle ne s'en éloignait pas et elle ne quittait pas le chemin de la médecine traditionnelle. Elle testait juste en fait, à gauche et à droite, ce qui pouvait l'aider. Et est-ce qu'elle a commencé petit à petit ces méthodes parallèles ou bien du jour au lendemain, un changement radical? Comment ça s'est mis en place pour elle? Mais elle a commencé à aller vers les méthodes parallèles parce que la médecine classique ne savait pas l'aider dans son problème de santé, ou en tout cas n'avait pas la réponse qu'elle souhaitait. Et donc elle a été un petit peu vers les homéopathes et un petit peu vers les kinésiologies ou d'autres méthodes parallèles, mais de manière complémentaire. Par contre, quand il y a eu le cancer, elle ne comptait pas non plus quitter la médecine traditionnelle, mais c'est son ostéopathe qui était un ami en plus et en qui elle avait toute confiance. Mon papa avait toute confiance également, c'était une référence. Il venait chez nous depuis des années. Et quand il lui a dit qu'il y avait peut-être moyen, enfin pas peut-être, qu'il y avait moyen de la soigner tout à fait autrement que par la médecine conventionnelle et qu'en quelques semaines, quelques jours, les drainages lymphatiques feraient partir tout ça. Et donc là, elle s'est tout doucement... pour moi, c'est un point de rupture à ce moment-là. Donc le discours de cet ostéopathe a joué grandement dans l'évolution de la santé de votre maman. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus du rôle de ce discours, justement? Alors oui, le discours de l'ostéopathe a vraiment influencé maman parce que au départ, elle ne comptait absolument pas s'éloigner de la médecine traditionnelle, mais il lui disait qu'on faisait tous des cancers, que ça partait de manière systématique. Il m'avait même montré du doigt en disant « toi aussi tu fais des cancers, parfois on en fait 2, 3 par an et ça part spontanément. Et si chez toi, Jacqueline, c'est un cancer, voilà, de toute façon avec les drainages ça va partir ou ça va s'estomper. » Donc forcément, je pense que quand on est malade ou quand on a peur, on a envie d'entendre ce genre de discours. Et elle m'a dit qu'elle essayait quelques semaines et qu'il n'y avait pas de danger à essayer quelques semaines ce genre de méthode. Et puis que de toute façon, elle ferait les examens sinon plus tard. Mais en fait, elle n'est jamais revenue aux examens plus tard. Donc je pense que vraiment, cet ostéopathe a été déterminant parce qu'il l'a également dirigée vers d'autres personnes qui étaient dans les méthodes parallèles. Et il y avait également un médecin qui venait, qui était homéopathe, et qui, pareil, lui donnait les petites granules. Voilà, ces granules-ci, ces granules-là, ces granules-ci, tout ça pour soigner son cancer, entre guillemets, qui n'existait pas, et pour l'aider à aller mieux et guérir très rapidement. Donc c'était un médecin, c'était un docteur, une personne à qui on peut faire confiance. Me semble-t-il, et voilà, et donc elle a vraiment suivi l'ostéopathe et puis le médecin et tous les autres. C'était vraiment l'entourage complet qui était dans ces méthodes parallèles ou qui lui conseillait au fur et à mesure ces méthodes parallèles. Et donc son état ne s'est pas amélioré, il s'est dégradé, vous dites. Oui. Est-ce que vous avez aussi remarqué des changements dans son comportement, vous en avez un peu touché un mot tout à l'heure, vis-à-vis des autres, mais peut-être aussi de manière plus globale? Mais je pense que, alors au départ, je n'ai rien remarqué dans son comportement les premiers mois, puisque je faisais toute confiance à maman, et quand elle me disait qu'elle allait mieux, j'avais aucune raison de ne pas la croire. Par contre, quand j'étais confrontée au fait que effectivement son état s'était complètement dégradé, que je l'ai découvert et qu'on en a parlé, il y a eu une rupture totale avec ma maman à partir de ce moment-là. J'ai eu l'impression que le monde s'est divisé en deux. Elle partait d'un côté, moi de l'autre. On était sur 2 planètes différentes. Ce qu'elle disait, je ne comprenais absolument pas. Elle n'avait pas l'air de me comprendre non plus. Et on était devenus 2 rivales. Alors que moi, je me battais pour la soigner et pour qu'elle se prenne en main et pour qu'elle se soigne et pour qu'elle guérisse. J'avais l'impression qu'elle, au contraire, elle allait tout droit vers
vers le mur, en fait. Et elle trouvait que c'était l'inverse. Elle me disait que plus, en fait, il y avait du pus, plus il y avait des douleurs, plus il y avait du mal qui sortait, et mieux c'était. Et donc, oui, il y a eu un changement radical de ce côté-là. Et avec mon papa aussi, elle ne voulait plus en parler, elle ne voulait plus discuter de son état de santé, ni avec papa, ni avec moi. Donc la dégradation de son état était manifeste, Oui. elle le voyait elle-même, Tout à fait. Vous parliez d'infections, de plaies ouvertes, de mamelons rentrés, etc. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette dénégation, parce que ça fait quand même une certaine dissonance quelque part, de constater une dégradation et de Oui. persister quand même dans un traitement, entre guillemets. Mais c'est ce qui m'interpellait, c'est ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi je disais qu'en fait on est sur deux planètes différentes toutes les deux, parce que pour moi, faire de la fièvre, avoir de l'inflammation, du pus, ça correspond évidemment à quelque chose de négatif, une alerte, je veux dire une alerte physique d'un dysfonctionnement. Et pour maman, c'était l'inverse, elle associait cela à quelque chose qui était positif. Plus ça sortait, plus c'était positif parce que le mal s'en allait. Elle disait, je vide les poubelles négatives et voilà, et ça ira mieux après. Et elle était très confiante, elle semblait sûre d'elle, assurée, et elle me disait toujours, mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Comme si elle détenait des informations qu'on ne connaissait pas, voilà, qu'elle avait le privilège de savoir, mais que nous ne savions pas. Et voilà, c'était très particulier puisque elle niait complètement son état, elle niait complètement cette dégradation. Et papa et moi, on avait beau la mettre devant ce fait accompli, et parfois je l'entendais hurler parce que ça s'est dégradé au fur et à mesure et très rapidement, évidemment. Ça envahit tout le torse, son bras est devenu énorme et gonflé, elle ne savait plus bouger sa main. Quand elle marchait, au fur et à mesure, elle finissait par pencher d'un côté tellement c'était dégradé et gonflé et lourd. Son bras était complètement collé au torse. Le deuxième sein a été attaqué également. Les ganglions montaient finalement dans son cou. Je l'entendais hurler de douleur. Et c'était très difficile de comprendre pourquoi elle subissait cette douleur alors qu'en fait, il suffisait, entre guillemets, d'aller à la clinique et de se faire soigner, de se faire traiter par des spécialistes. Il n'y a pas eu moyen de la faire changer d'avis, de la faire douter, Je n'ai eu aucune prise sur elle pour la faire douter. J'ai essayé tous les moyens. Je l'ai mis devant le fait accompli. Je me souviens l'avoir prise et l'avoir mise devant le miroir en disant mais regarde-toi. J'ai cru que finalement quelque part elle voulait pas se soigner et donc qu'elle voulait que c'était une manière de se laisser mourir. Donc je lui ai dit mais en fait tu ne nous aimes pas suffisamment papa et moi que pour te battre et pour aller faire la chimio et tout ce qu'il faut pour te soigner. Mais non, elle se mettait dans des colères. Ça arrivait je me souviens d'une scène où elle a hurlé et elle m'a chassée de la maison parce qu'elle m'a dit « Mais tu veux ma mort, tu veux que je rentre en clinique, arrête de parler de ça, je ne veux plus l'entendre, même prononcer le mot risque de m'amener à la mort, donc on ne parle plus de tout cela. » Et elle m'a chassée de la maison. Donc j'étais dans l'impossibilité de la raisonner. J'ai essayé tous les moyens à ce moment-là. D'autant que je ne comprenais pas ce qui se passait derrière, évidemment, et que je n'avais pas les informations que j'ai comprises par la suite après son décès, puisque après j'ai tout analysé, et ce qui m'a permis de comprendre l'évolution et toute la manipulation qu'il pouvait y avoir derrière. Mais à ce moment-là, pas du tout. Donc voilà, pas moyen de la raisonner, impossible. Et elle rompait avec tout le monde, avec mon père, avec moi. On était tous coupables, on voulait tous sa mort. Voilà, elle ne voulait plus voir personne, même ses petits-enfants. Elle a rompu avec tout le monde. Et vous pensez qu'elle est restée convaincue d'avoir fait le bon choix? Alors il y a un moment, en fait, où elle a compris. C'est-à-dire qu'on était une année et demie plus tard, donc du moment où on a vu la petite boule d'1 centimètre. Donc elle était dans un état lamentable, elle ne savait même plus marcher. Et l'ostéopathe lui a dit à ce moment-là, mais écoute, je pense que tu es trop loin.
ta volonté de guérir n'a pas été suffisante, donc c'est que tu n'avais pas envie de guérir, c'est que tu cherchais en fait à mourir, c'est que c'est ton destin, tout simplement. Et à ce moment-là, quand maman m'a parlé de ça, elle a été révoltée. J'ai senti un soubresaut de révolte, et je me suis engouffrée dans la faille pour lui dire que c'était peut-être le moment de rentrer en clinique. Et elle a accepté. J'ai réussi à l'amener en clinique, mais elle croyait toujours, les personnes qu'elle fréquentait, et il la contactait d'ailleurs par téléphone. Il la contactait par téléphone en lui disant voilà, on vous soigne à distance, on vous soigne par. Elle était entourée d'autres personnes que simplement les kinés. Il y avait des tas de personnes autour qui faisaient du pendule, qui faisaient aussi de l'homéopathie complémentaire, qui faisaient de la pratique avec les pierres, etc., des choses comme ça, et qui continuaient à la contacter par téléphone à la clinique même. Et qui l'encourageait à vouloir guérir, à avoir cette volonté de guérison. Mais alors, le médecin, après avoir fait des examens, est arrivé et il lui a annoncé « Madame, vous avez un cancer ». Et là, maman s'est effondrée et elle m'a dit « Mais non, j'ai pas le cancer. On m'a dit que j'avais pas le cancer. J'ai les symptômes du cancer, mais je n'ai pas le cancer. » Et le médecin lui a dit « Si, vous avez un cancer, c'est évident. Là, c'est marqué dans tous les examens qu'on a fait. » Et maman a tellement été choquée qu'à ce moment-là, elle m'a dit il ne faut plus que ça se passe. Ne laisse personne d'autre arriver au stade où j'en suis. Il faut que tu dénonces ce qui s'est passé. Ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai fait par la suite. Et donc vous disiez que ce n'est qu'un certain temps après que vous avez compris ce qu'il y avait derrière, de la manipulation qu'il y avait derrière. Je crois qu'on en a un tout petit peu touché un mot maintenant, mais est-ce que vous pourriez développer ? Oui, en fait, quand maman est décédée, j'étais persuadée qu'il y avait un problème psychologique derrière. En me disant, quand on part comme ça sur un chemin qui n'existe pas, donc, un chemin parallèle que je ne comprenais absolument pas, je me suis dit qu'il pouvait n'y avoir qu'une seule chose, c'était un souci psychologique. Et donc, je me suis adressée à des associations de psychologues, de psychiatres, etc. Et très vite, en fait, on m'a renvoyée vers quelqu'un qui s'occupait de dérives sectaires. Et là, on m'a dit, mais ça n'a rien à voir avec la psychologie, ça n'a rien à voir avec une maladie mentale. Votre maman est tombée entre les mains de charlatans, entre les mains de personnes qui pratiquent les méthodes parallèles. Et c'est ça qui l'a amenée sur le chemin de la mort. Et puis j'ai découvert toutes ces cassettes. Elle avait enregistré des cassettes, de nombreuses cassettes. Elle avait fait de nombreux écrits, des cassettes de dialogue avec des charlatans, des thérapeutes qui l'aidaient également dans sa guérison, et dans lequel les dialogues sont absolument abracadabrantesques. Et j'ai découvert ces dialogues par cassette, je les ai découverts par écrit, dans ses notes, etc. Et là, j'ai compris qu'effectivement, c'était un autre monde et qu'elle avait été totalement manipulée, c'était pas elle. Elle m'avait dit aussi, avant de partir, avant de décéder, elle m'avait dit « Ma chérie, je ne voulais pas mourir, j'ai fait tout ça pour guérir. » Et c'est comme ça que j'ai cherché ce qu'il y avait derrière, parce que jusque-là, moi, j'étais persuadée qu'elle se laissait mourir. Et là, elle m'a dit non, je voulais guérir, je voulais pas ça. J'étais prête à tout pour guérir. Et en fait, ça m'a amenée à la mort. Et voilà, donc c'est le moment où elle a compris et elle était vraiment effondrée. Pourquoi est-ce que malgré cette volonté de guérir, elle a tourné le dos à un moment donné complètement à la médecine classique? Alors pour ma part, c'est de la manipulation mentale et ça a été très vite. Ça a été très très vite où elle est tombée sous le joug de ces manipulateurs et on lui a fait croire à la guérison. Et je pense que toute personne a envie d'entendre « vous allez guérir » ou « ce n'est rien ce que vous avez, on peut trouver une solution », etc. Et c'est ce qui s'est passé, donc on lui a fait croire, on lui a fait miroiter une guérison. Et elle était prête à tout pour en guérir. Et parallèlement à ça, on lui a fait croire que la médecine allait la tuer. C'était la mort certaine si elle continuait en médecine traditionnelle. Donc elle n'avait quelque part
pas le choix. Alors pourquoi est-ce qu'elle a cru ça? Parce que c'était tout simplement des personnes de référence. C'était des amis, c'était des personnes de référence, c'était des personnes qu'elle voyait depuis longtemps, des personnes de confiance. Et puis, je pense que fond d'elle, elle avait envie de guérir. Et donc, elle s'est engagée dans cette voie sans se rendre compte progressivement que finalement, voilà, c'était une voie de traverse qui l'amenait vers la mort, tout simplement, oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a profité de sa vulnérabilité, que certains ont abusé de sa situation d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a eu un profit ou ils étaient juste là pour accompagner une situation de santé? Alors, j'ai pas seulement le sentiment, j'ai la conviction qu'ils ont profité de cette situation. Maman disait toujours qu'ils ne demandaient pas d'argent, mais en fait, si. Elle avait l'impression qu'il demandait très peu en fonction du temps qu'il disait passer sur elle pour l'aider à aller mieux. Et donc, proportionnellement pour elle, ce qu'il demandait financièrement, c'était qu'une faible participation. Mais en fait, non. Il demandait systématiquement de l'argent. Je pense qu'il y avait cet aspect-là. D'après vous, est-ce que ce genre de choses pourrait arriver à n'importe qui? Ou bien il y a des facteurs personnels ou contextuels qui rendent certaines personnes plus vulnérables à ces influences? Alors pour moi, il est clair que ça peut arriver à n'importe qui. Dans un moment où justement on est vulnérable, on ne sait jamais comment on peut fonctionner quand on annonce une maladie qui peut se révéler grave. À ce moment-là, je pense qu'on est prêt à beaucoup de choses pour guérir. Oui, je pense qu'on est tous susceptibles de tomber dans les mains de ce genre de personnage. Voilà. Mais d'autant plus encore quand, dans les antécédents, on est déjà ouvert à ces méthodes un peu alternatives. Alors, au départ, on se dit, voilà, ça ne peut pas faire de tort, ça ne peut pas faire de mal, c'est pas grave, si ça n'agit pas, c'est rien, au moins j'aurais essayé. Pourquoi pas? Voilà. Mais finalement, c'est pourquoi pas, ça ne peut pas faire de tort, et tous ces essais, finalement, amènent au fait qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait, et finalement qu'on y croit, et il y a cette petite faille qui s'ouvre, et le jour où on a quelque chose de plus grave, on a beau se dire, oui, mais moi, ça ne m'arrivera pas parce que je ne tomberai pas là-dedans. Si, je pense qu'on ne peut jamais dire non. Ça peut arriver à n'importe qui, parce que quand la faille est ouverte, on a envie de guérir, on a envie d'aller mieux, on a envie de ne pas souffrir. Et donc, pourquoi refuser ce qu'on propose pour aider sur un plateau d'argent? Après, ça dépend aussi des personnes qui vont être rencontrées et des propositions qu'elles vont faire. Il y a tous les profils, il y en a qui dérivent plus, d'autres qui sont plus honnêtes et qui vont réorienter vers la médecine classique. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, dans les médecins, les infirmiers, les kinés, etc., enfin voilà, tous ceux qui peuvent encadrer des personnes malades, tous évidemment ne sont pas comme ça. Ça, c'est une évidence. Et même s'ils acceptent que les personnes utilisent ce genre de méthode en complément, c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas les ramener vers la médecine principale qui soigne. Donc voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a certains d'entre eux qui dérivent complètement et qui amènent leurs patients dans ce genre de dérive complète. Dans le cas de votre maman, qu'est-ce qui, selon vous, a rendu le processus d'influence, le cheminement qu'elle a eu, aussi subtil, aussi insidieux? Le processus de cheminement était très insidieux parce que elle connaissait la personne. Et je pense que à partir du moment où on connaît la personne, à partir du moment où on se dit c'est un ami, à partir du moment où on lui fait confiance, pourquoi mettre en doute sa parole? Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, voilà, je lui fais une totale confiance. Qu'est-ce que je risque à essayer? De toute façon, si je vois que ça ne fonctionne pas, j'irai faire les examens, ne t'inquiète surtout pas. J'irai faire les examens dans 15 jours ou 3 semaines. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux personnes ou aux familles qui traversent une situation similaire? Vous auriez des conseils à leur donner pour les aider à y faire face?
J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de situation, beaucoup trop, et la plupart sont décédées. Je conseillerais aux familles de ne jamais couper le lien, de faire profil bas s'il le faut, mais de ne pas couper le lien. Parce qu'il y a un moment, peut-être, où il peut y avoir un relâchement quelconque de l'autre côté, où il y a un moment, peut-être, où il y a une faille dans laquelle on peut s'engouffrer par rapport à la personne, par rapport à la victime. Et je pense que plus elle est entourée d'amour, et plus elle est entourée de présence et de bienveillance, et plus il y a peut-être une chance de pouvoir l'aider et la sauver. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment un témoignage très précieux et merci de tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Merci à vous, parce que je pense que plus on en parlera et plus les personnes seront alertées par rapport aux risques, et c'est important.